Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que Cardano et pourquoi, malgré ses promesses, cette blockchain ne fait pas l'unanimité. Si le sujet vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Et c'est parti pour une exploration approfondie de Cardano, de son token ADA, de son origine, de son fonctionnement, de ses caractéristiques uniques et des raisons pour lesquelles il suscite autant d'intérêt que de critiques, voire de haine. Pour information, ce sont plusieurs tweets qui ont attiré ma curiosité, dont certains, comme celui qui s'affiche à l'écran, qu'a publié Artem avec notamment Nansen ou encore celui de Capet. Pour commencer, parlons de l'origine et de la philosophie de Cardano. Charles Hoskinson, un des 5 cofondateurs d'origine d'Ethereum, a lancé Cardano après avoir quitté Ethereum en raison de divergences sur la commercialisation de la blockchain. Selon Hoskinson, Ethereum devait être une entreprise commerciale, ce qui n'était pas l'avis de Vitalik, qui voulait en faire une organisation à but non lucratif. Hoskinson quitte donc Ethereum en 2014 pour fonder Cardano en 2015. En réalité, cette blockchain est entretenue par 3 grandes entreprises, organisations plutôt, la fondation Cardano, IOHK, donc Input Output Hong Kong, et Emurgo. Je ne vais pas vous détailler ici qui s'occupe de quoi, car sinon la vidéo va être trop longue, mais je vous mets un lien dans la description qui explique ceci. Ce qui distingue Cardano, c'est que ça a été le premier projet blockchain à adopter une approche scientifique avec une vérification par des pairs. Cardano se définit comme une blockchain de 3e génération, en sachant que Bitcoin était de première génération pour cette proposition d'échange de valeurs et Ethereum de 2e génération pour les smart contracts et donc l'exécution. Et puis Cardano donc arrive en 3e pour faire face au trilemme des blockchains que vous connaissez sans doute, scalabilité, décentralisation et sécurité. Juste, si on simplifie, Cardano, c'est rien d'autre qu'un layer 1. Cardano est donc officiellement lancé, son mainnet en tout cas, en 2017, suite à plusieurs ICO qui ont levé au total plus de 62 millions de dollars. À l'époque, Cardano se distingue aussi d'Ethereum par le fait qu'il est en proof of stake, car Ethereum, lui, pour rappel, était jusqu'à Zmerge en proof of work. Quelles sont les caractéristiques uniques de Cardano? Déjà, au début, Cardano se distingue par la rapidité théorique de ses transactions. 5 transactions par seconde pour Bitcoin, 20 transactions par seconde pour Ethereum et entre 250 voire 1000 transactions par seconde pour Cardano. Nous verrons plus tard que ces chiffres sont juste théoriques. Un aspect unique de Cardano est aussi son approche modulaire. La plateforme est construite en couches, ce qui va permettre de faire des mises à jour et des améliorations plus facilement et plus rapidement. Ça garantit que la blockchain Cardano peut évoluer avec les besoins changeants de l'écosystème. Cardano utilise plusieurs langages pour ses smart contracts qui sont appelés Marlowe ou Marlowe et Plutus, et en réalité c'est derrière Haskell qui est le langage fondateur de Plutus et Marlowe. Il s'agit en fait d'un langage de programmation purement fonctionnel, réputé pour ses capacités de code à haute assurance, et Haskell garantit une implémentation de code robuste, correcte, améliorant la sécurité et la fiabilité. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le langage de Haskell détecte les erreurs au moment de la compilation, améliorant la qualité et la fiabilité en fait du code. Aujourd'hui, la norme sur le marché, ça reste quand même le langage Solidity que vous connaissez très certainement peut-être, pour en tout cas les smart contracts qui sont sur Ethereum. Et on voit d'ailleurs plusieurs blockchains sortir des sidechains EVM compatibles. Donc en fait, c'est-à-dire ils vont pouvoir sortir des blockchains ou des chaînes qui gravitent autour de leur blockchain qui sont compatibles avec donc l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine, et donc où les développeurs vont pouvoir coder en Solidity parce que tout simplement ils veulent attirer des développeurs dans leur écosystème. On va en parler, mais Cardano a aussi une sidechain, et pour parler des spécificités de Cardano, il faut que je vous parle de la technique, c'est-à-dire de son architecture et de son fonctionnement. Cardano va se distinguer par son architecture à 2 couches qui lui apportent flexibilité et évolutivité. La couche de règlement Cardano, donc CSL, où s'effectuent les transactions qui sont liées au token ADA, et la couche de contrôle Cardano, donc CCL, qui exécute les smart contracts et s'occupe de tout le reste. Cardano utilise le proof of stake avec un algorithme nommé Ouroboros, développé par des universitaires. Cet algorithme est conçu pour être écologique tout en optimisant la sécurité et la vitesse des transactions. Donc
Ouroboros segmente le temps en périodes appelées époques et slots. Un époque, qui peut être traduit par époque en français, dure 5 jours, tandis qu'un slot ou un créneau dure 1 seconde. Et les créneaux sont dédiés en fait à la validation des transactions et sont inclus dans les époques, lesquelles jouent un rôle similaire entre guillemets au bloc de la blockchain Bitcoin que vous connaissez certainement. Et Ouroboros, c'est l'algorithme qui permet du coup d'augmenter le nombre de transactions par seconde et de valider un bloc toutes les 20 secondes. Et ce temps pourrait d'ailleurs progressivement baisser, il pourrait valider plus de blocs à mesure du temps. Et c'est important de comprendre cette structure car contrairement à d'autres systèmes, le consensus d'Ouroboros ne favorise pas que les participants qui détiennent le plus de tokens. En fait, la sélection des validateurs pour chaque créneau, comme je vous disais, chaque slot, est complètement, pas complètement, mais il y a une part aléatoire. C'est semblable à une loterie et ça rend ce système de proof of stake de Cardano plus décentralisé que d'autres systèmes. Et je vous parlais tout à l'heure des sidechains. Donc Cardano a aussi introduit des sidechains tels que Milkomeda pour améliorer l'interopérabilité avec des blockchains compatibles avec donc le VM. Donc ces sidechains vont faciliter la communication entre les différentes couches fonctionnelles de Cardano et permettre à la couche de paiement et à celle du développement des smart contracts de fonctionner indépendamment tout en restant en fait en même temps connectés. Et cette architecture, non seulement elle optimise la sécurité, mais aussi l'efficacité des opérations sur Cardano et en plus de ça, elle élargit également les capacités d'interaction avec d'autres écosystèmes de blockchain, renforçant son adaptabilité et son potentiel d'application dans divers scénarios, notamment de la finance décentralisée par exemple, puisque maintenant on peut prendre les codes, les applications qui sont sur Ethereum pour les mettre sur cette chaîne de Milkomeda. Autre importance chez Cardano, Hydra. Alors Hydra, c'est une solution de scalabilité de deuxième couche, donc de layer 2 en fait, pour Cardano et ça a été conçu pour augmenter la vitesse des transactions, réduire la latence et réduire les coûts tout en minimisant les exigences de stockage. Hydra utilise en fait ce qu'on appelle et attention c'est un mot compliqué mais n'ayez pas peur, des state channels isomorphiques en fait qui vont permettre de traiter les transactions hors de la chaîne principale tout en utilisant cette dernière comme couche de règlement sécurisée et cette approche maintient les garanties de sécurité tout en étant couplée à la chaîne principale, ce qui permet une grande flexibilité pour diverses applications. Et attention, je ne vais pas vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Déjà, si vous connaissez les layers 2, vous savez à peu près à quoi ça sert, mais si je vous explique vraiment comment ça fonctionne, Hydra, vous allez prendre peur, parce que même moi, j'ai essayé de comprendre vraiment et c'est assez complexe et ça utilise plein de mots barbares. Juste, retenez que l'un des principaux avantages de Hydra, c'est sa capacité à supporter des transactions faible coût, voire gratuits et particulièrement du coup bénéfique pour tout ce qui est micro-transactions et autres cas d'utilisation qui nécessitent pas beaucoup de frais ou beaucoup de transactions mais avec du coup des faibles coûts. En permettant une confirmation des transactions en moins d'1 seconde, Hydra améliore vraiment considérablement l'expérience utilisateur par rapport au temps de confirmation plus long de la blockchain principale. Cardano, pour le coup, ils ont vraiment plein de technologies différentes, je trouve. Il y a un système qui s'appelle RINA. Alors, en fait, Cardano veut améliorer le système de communication entre pairs semblable à celui utilisé par Bitcoin. Donc, dans le système actuel de Bitcoin, lorsque beaucoup de transactions sont demandées, cela utilise beaucoup de bandes passantes, en fait, dans le réseau de communication entre pairs. Donc, quand je dis entre pairs, c'est peer-to-peer, en fait. Pour résoudre ce problème, Cardano propose d'utiliser le système RINA, donc qui veut dire Recursive Inter-Network Architecture. Et je vais essayer de simplifier ce que c'est RINA. Imaginons que RINA, c'est comme un système organisé de petits groupes, donc plein de sous-réseaux. Et chaque groupe se compose de nœuds ou de points, entre guillemets, de communication qui travaillent ensemble plus efficacement. Cette organisation permet de réduire la quantité d'informations échangées sur l'ensemble du réseau, rendant ainsi les transactions plus rapides, moins coûteuses en ressources
sources comme la bande passante. Et en bref, Cardano utilise Rina pour rendre son réseau plus rapide, plus économique et prêt à accueillir plus d'utilisateurs peut-être à l'avenir. On passe maintenant à la roadmap de Cardano et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin puisque je vais bien vous parler de pourquoi est-ce que tout le monde déteste Cardano. Donc chaque phase de la roadmap vise à développer et à améliorer le réseau pour répondre à des besoins futurs des potentiels utilisateurs et des développeurs, qui a pour but en tout cas de rendre Cardano plus robuste, flexible, adapté aux applications à grande échelle, etc. Au total, dans la roadmap de Cardano, il y a 5 phases. La première, qui s'appelle Byron, qui va faire tout ce qui est fondation du réseau avec la capacité d'acheter, vendre, transférer des ADA, etc. Deuxième phase, Shelley, amélioration de la décentralisation et mise en place d'un système d'incitation pour participer au réseau. Troisième phase, Gogen, j'espère que je le dis bien, introduction des smart contracts permettant le développement d'applications décentralisées sur Cardano. Quatrième phase, Basho, focus sur l'optimisation de la scalabilité et l'interopérabilité avec l'introduction de sidechain, vous vous rappelez de Milko Meda. Et enfin, Voltaire, la mise en place de la gouvernance communautaire grâce à un système de vote et de trésorerie pour un réseau, entre guillemets, auto-soutenu. Ce sont les 5 phases de Cardano qui sont quasiment déjà toutes plus ou moins développées. Si je dois parler un peu de Cardano, vous connaissez très simplement Cardano, la blockchain, mais vous entendez souvent parler de ADA. Donc ADA, c'est le token de Cardano et il a une offre maximale de 45 milliards. Il sert de monnaie pour les transactions sur le réseau ainsi que pour le paiement des frais, bien évidemment. Et en plus de son utilisation, on va dire classique, ADA est important pour tout le processus de staking, puisque je vous ai dit que Cardano était une blockchain en proof of stake qui non seulement récompense les détenteurs de ADA qui stake, mais aussi leur permet de participer activement à la gouvernance du réseau Cardano. Donc il y a aussi ça comme utilité sur le token ADA, le fait que ce soit un token qui serve à la gouvernance. Actuellement, plus de 23 milliards d'ADA sont stakés, ce qui représente quand même 64% de l'offre totale en circulation. Et c'est le moment du petit fun fact de la vidéo. Vous savez, j'essaye toujours d'en faire au moins un quand il y a matière, mais souvent il y a des trucs en fait en faisant mes recherches que je trouve en creusant. Et donc ADA, c'est vrai que c'est bizarre parce que vous voyez quand on a une blockchain, on a toujours le nom du token qui correspond à la blockchain. Par exemple, vous avez Bitcoin, c'est BTC, Ethereum, c'est ETH. Et là, Cardano, ADA, je sais pas, c'était moins logique pour moi. Et donc, je cherchais en fait d'où ça venait le fait qu'ils appelaient ça ADA. Et donc, en fait, ADA est nommé en l'honneur d'Ada Lovelace, qui est une mathématicienne du 19e siècle, reconnue comme la première programmeuse informatique et qui était la fille du poète Lord Byron. Et ce nom souligne l'engagement, on va dire, de Cardano envers l'innovation et le patrimoine intellectuel. Du moins, c'est leur explication. Sur le plan mondial par rapport aux capitalisations de marché, ADA est classé, à l'heure où je tourne cette vidéo, 10e d'après le classement de CoinMarketCap, ce qui illustre bien que malgré le peu d'applications qu'on y retrouve et qu'on y voit, c'est une crypto-monnaie importante. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails de la tokenomics parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous voulez investir ou si vous avez investi dans ADA, je vous conseille fortement de faire votre propre analyse. Et on va maintenant parler de l'écosystème de la finance décentralisée sur Cardano. Alors, l'écosystème de Cardano accueille une variété croissante d'applications décentralisées et de solutions DeFi. Cependant, Cardano est souvent critiqué pour son développement assez lent, en tout cas son écosystème, et le faible nombre d'utilisateurs actifs par rapport au nombre d'investisseurs. D'après les datas que j'ai pu observer sur DeFi Lama, Cardano semble être un peu à la traîne dans l'écosystème DeFi par rapport aux autres Layer 1 comme Ethereum, Solana ou encore Avalanche. Ethereum reste la force dominante de la DeFi avec le plus grand nombre de protocoles et une TVL vraiment plus élevée que tous les autres. Sa position est établie et son avantage en fait de premier arrivé, on crée vraiment un gros écosystème autour d'Ethereum dans lequel il y a des développeurs qui créent beaucoup d'applications décentralisées et qui contribuent à toute l'infrastructure. Solana, lui,
enfin elle, en tant que blockchain, a moins de protocoles qu'Ethereum, mais possède quand même un nombre élevé d'adresses actives et une grande TVL respectable, en tout cas, qui indique qu'ils ont des utilisateurs qui sont quand même engagés. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur Solana où j'explique plus comment ils doivent être développeurs sur la blockchain, etc. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai un lien juste ici. Et puis, Avalanche, donc un autre concurrent un peu sérieux, entre guillemets, avec un bon nombre de protocoles, une TVL qui suggère une adoption. C'est pas non plus mirobolant, mais en tout cas, Avalanche s'est taillé une niche grâce à plusieurs de ces mécanismes de consensus qui sont assez uniques et a attiré une communauté à la recherche d'alternatives aux frais plus élevés et à la congestion du réseau qu'il y avait à l'époque sur Ethereum. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la tech d'Avalanche, de comment est-ce que ça marchait, que je vous mettrai juste ici. En revanche, Cardano affiche un plus petit nombre de protocoles, d'adresses actives et une TVL inférieure. D'ailleurs, je vous ai pas dit depuis tout à l'heure, mais TVL, c'est Total Value Locked, donc c'est-à-dire le nombre de tokens qui vont être bloqués dans certains protocoles, etc. Et donc, malgré ces fondements scientifiques et l'accent mis sur la sécurité et la durabilité, l'écosystème DeFi de Cardano n'est pas aussi développé que ses concurrents, voire au point quasiment mort. D'ailleurs, sur la liste que je vous ai mis que je vous remets juste ici, où il y a tous les projets, on peut même voir qu'on peut ajouter des projets. Il y a un YouTuber qui a ajouté sa chaîne comme un projet, donc pour moi, ça fait pas trop de sens. Le nombre d'adresses actives est considérablement inférieur par rapport à, comme je disais, Solana, Ethereum, etc. Ce qui indique que même le réseau, même si le réseau a du potentiel, il n'a pas encore été adopté dans la DeFi, en tout cas. Je sais pas, ça pourrait être attribué à divers facteurs, notamment l'approche du développement un peu plus méthodique de Cardano, qui est axé sur la recherche, etc., qui peut entraîner un déploiement un peu plus lent, je dirais, des applications de finances décentralisées. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais Cardano est 20e, donc même derrière des Layer 2 qui se sont lancés vraiment bien après. Donc, c'est pas étonnant, en fait, que tout le monde se demande qu'est-ce qu'ils font, quoi. Et donc, on rentre là dans la partie enfin intéressante de la vidéo, mais je pense que vous l'aurez déjà un peu compris. Pourquoi est-ce que tout le monde déteste Cardano? Déjà, d'où est-ce que je sais que tout le monde déteste Cardano? J'entends souvent parler de Cardano comme catastrophe ADA, vous voyez le jeu de mots. Et après, il y a eu différents tweets de l'écosystème français, comme je vous disais en introduction. Donc, il y avait Nansen, mais aussi il y a eu un article sur Coindesk sur les 23 prédictions, par exemple, pour 2023, qui prédit que Cardano est une blockchain quasiment morte. Je vous mets le screen juste ici. Sans parler du rapport de marché que Coinbase fait tous les ans, où en 2023, ils n'ont même pas mentionné Cardano dans celui-ci, alors qu'ils mentionnent les autres plus grosses blockchains. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Et donc, j'ai essayé d'expliquer, entre guillemets, en 6 points de pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas forcément trop Cardano. Donc, le premier point, c'est la présence de Cardano dans la finance décentralisée, et on vient d'en parler, puisque Cardano est critiqué pour son intégration très lente dans l'espace DeFi. Malgré toutes les promesses qu'ils font, etc., la plateforme prend du temps vraiment pour rivaliser avec des écosystèmes comme Ethereum qui sont beaucoup plus établis, et ça soulève vraiment des questions sur la capacité, à soutenir des applications financières qui sont complexes sur des produits DeFi. Même si, j'avoue, il y a quelques applications, d'ailleurs, j'en ai moi-même, du coup, pendant mes recherches, entendu parler de certaines, mais en tout cas, pour l'instant, personne ne les utilise et elles sont pas au niveau de ce qu'on peut retrouver sur Ethereum. Ensuite, la scalabilité. Donc, un des défis majeurs pour Cardano, c'est sa scalabilité. Bien que des promesses aient été faites concernant des améliorations significatives avec des mises à jour comme Hydra, vous vous rappelez, je vous en ai parlé de ce que c'était, etc., la communauté attend toujours de voir des progrès se matérialiser en termes de transactions par seconde, puisque ça reste un point de friction majeur
majeur. Et puis surtout, rappelez-vous, je vous ai dit, vous avez toujours le nombre de transactions en fait par seconde qui est théorique et le nombre de transactions par seconde qui est réalisé. Et donc pour savoir jusqu'au point où on peut l'aller, il faut aussi qu'il y ait des applications et que l'écosystème serve. En troisième point, le rapport entre le market cap, donc c'est-à-dire la capitalisation de la blockchain Cardano, la spéculation et ce que c'est vraiment. Puisque Cardano présente une valorisation de marché très élevée, souvent considérée comme disproportionnée par rapport à son utilisation réelle et par rapport à son adoption. Cette situation alimente les accusations de spéculation et soulève des interrogations pas mal sur sa capitalisation boursière, puisque au final, il y a plus de personnes qui ont investi dans ADA que de personnes qui utilisent en fait cet écosystème-là. Et d'ailleurs, si vous êtes un investisseur de ADA, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez juste du ADA ou si vous avez déjà utilisé la blockchain Cardano pour vraiment faire des paiements, pour staker, pour faire du lending, du borrowing, pour faire des choses en fait. Qu'est-ce que vous faites avec cet écosystème-là? Point numéro 4, le nombre de développeurs actifs. Alors, malgré les critiques, Cardano bénéficie d'une base solide de développeurs. En tout cas, ils ont des développeurs assez actifs. Eux, d'ailleurs, ils disent, je crois, ils donnent le chiffre de 1300. Donc, après, c'est surtout des développeurs qui sont dans le secteur des NFT. Ça démontre un engagement assez continu, même si, même s'il y a des développeurs, en fait, c'est assez lent. Le truc, c'est que parfois, l'écosystème est critiqué par d'autres personnes pour son utilisation du langage de programmation dont je vous parlais aussi en début, qui s'appelle Haskell, qui est beaucoup moins courant, en fait, et qui limite le nombre de développeurs capables de contribuer tout simplement aux applications, à la construction d'applications sur Cardano. Ensuite, il y a tout ce qui est du FUD autour de l'écosystème de Cardano. Donc FUD, pour rappel, ceux qui ne savent pas, c'est Fear, Uncertainty and Doubt. Ça joue un rôle dans la perception négative qu'ont les gens de Cardano. Il y a des articles qui prédisent sa mort imminente, il y a des comparaisons qui sont hyper défavorables, il y a des tweets influents qui contribuent à l'image parfois vraiment exagérément négative de cette blockchain-là, etc. Et il y a même des rapports comme celui d'AlphaQuest qui pointent du doigt Cardano en disant que c'est une blockchain avec le plus haut taux de dead coin, donc c'est-à-dire de tokens qui ont été construits sur cette blockchain et qui sont morts ou laissés à l'abandon, ce qui renforce aussi l'image d'une plateforme où il y a des projets qui échouent. Et en plus de ça, je suis tombée sur un article où vraiment les gens ils disaient que même il y avait des rumeurs comme quoi les fonds d'investissement ne voulaient pas investir sur des projets qui développaient sur Cardano. Bon, en réponse en fait aux critiques, il y a Charles Hoskinson, donc, qui est le fondateur, et d'autres figures de Cardano qui défendent la plateforme. Ils mettent en avant les progrès techniques, l'adoption dans quelques applications et quelques solutions, par exemple de stockage décentralisé, la solidité. Ils matraquent sur le fait que leur approche, elle est méthodique, elle est solide, et Cardano il continue d'évoluer avec plein d'initiatives différentes qui améliorent son interopérabilité et son accessibilité. C'est compliqué de répondre vraiment à la question de pourquoi est-ce que tout le monde déteste Cardano, même si je viens déjà de donner quelques raisons ici. En conclusion, moi je dirais que Cardano reste un acteur assez innovant et influent dans le monde des crypto-monnaies avec un engagement fort pour l'amélioration continue et l'expansion de son écosystème. En faisant cette vidéo, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai vu pas mal de choses techniques qui étaient assez sympas. En tout cas, je ne suis pas développeuse, donc encore une fois, je ne peux pas savoir à quel point c'est compliqué de build une application sur Cardano. Le seul truc que je ne vois pas, c'est à quel point ce serait mieux pour un projet de build sur Cardano plutôt que sur une autre blockchain, si ce n'est le fait que pour l'instant, ils développent pas mal de choses comme des sidechains, mais je veux dire des sidechains qui sont compatibles avec Ethereum, tout le monde en développe aussi. Voilà, j'ai une opinion assez mitigée. Je sais pas quelle est votre opinion sur Cardano. Est-ce que vous pensez qu'il mérite les critiques ou que c'est juste une innovation qui est mal comprise? Partagez-moi ce que vous pensez et vos questions d'ailleurs en commentaire sous cette vidéo. Si il s'agit moins de haine universelle que peut-être de mélange complexe de défis et de perception de marché et de défense. En tout cas, ce débat vraiment animé autour de Cardano est un grand sujet de discussion dans l'écosystème crypto-monnaie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager et à vous abonner pour plus de contenu. Et je vous dis à bientôt. C'était Carlita Crypto.